Le balado qui suit est disponible sur Radio-Canada Audio. Bonjour, ici Pierre Gervais. Vous vous apprêtez à entendre Pierre Gervais au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet, paru chez Ovation Média en 2022, lu par Louis Champagne. Pour moi, ce livre n'est pas vraiment une biographie pour une raison très simple. Je n'ai pas la prétention de me placer au cœur de l'action dans cet ouvrage. Cela dit, j'ai été un témoin privilégié des coulisses du Canadien de Montréal pendant 35 ans à titre de gérant de l'équipement. Je veux donc simplement partager avec vous tout ce que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur auprès de cette prestigieuse équipe. Et surtout, vous offrir un éclairage inédit sur les coulisses et les principaux acteurs, de Patrick Roy à Carey Price, en passant par Marc Bergevin et Dominique Ducharme. Il n'y a pas de règlement de compte dans cet ouvrage, mais je ne me gênerai pas pour dire les choses telles que je les ai vues, pour le meilleur et pour le pire, au cœur du vestiaire. Bonne écoute! Prologue. En 1978, Michel Bergeron était déjà un monument à Trois-Rivières. Ce jeune entraîneur d'une trentaine d'années, qui avait été accueilli avec hostilité 4 ans plus tôt par les joueurs et les fans, rendu furieux par le congédiement de son prédécesseur au point de déclencher une grève, a été auréolé de gloire quelques saisons plus tard en menant les Draveurs au championnat de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un adolescent de 15 ans, maniaque de hockey, Pierre Gervais, suivait l'ascension des Draveurs. Il ne ratait aucun match au vétuste Colisée de Trois-Rivières et poussait même la passion jusqu'à assister aux entraînements du club pour observer de plus près les stars du club, Normand Rochefort, Jacques Cloutier et Jean-François Sauvé, qui porteraient éventuellement l'uniforme des Nordiques de Québec dans la Ligue nationale de hockey. Le garçon n'avait encore aucun plan de carrière en tête. Il était si jeune encore, mais pour l'heure, il rêvait de se retrouver dans l'entourage quotidien de l'équipe. Extraordinaire hasard, Michel Bergeron lui-même venait d'emménager dans la maison voisine de la résidence familiale des Gervais, dans le quartier Saint-Jean-de-Brébeuf. Le plus dur restait à faire. Le jeune homme était terrorisé à la seule idée d'adresser la parole à cet entraîneur flamboyant, plus grand que nature. Une monstrueuse tempête de neige s'était abattue sur la capitale de la Mauricie en cette froide journée d'hiver. Le travail n'avait jamais fait peur à Pierre Gervais. Il donnait déjà un coup de main à sa sœur au dépanneur, il livrait les journaux aux portes du quartier et déneigeait les entrées des résidences du voisinage. Michel Bergeron ne figurait pas parmi ses clients, mais les Draveurs étaient à Chicoutimi pour y affronter les Saguenayens ce soir-là, et le garçon s'est dit que le coach serait sans doute heureux, à son arrivée aux petites heures de la nuit, de garer son véhicule sans avoir à s'échiner. Et sait-on jamais, peut-être que Michel, l'épouse du tigre, comme on le surnommait déjà là-bas, remarquerait son geste et son ardeur à la tâche. Quelques semaines plus tard, Pierre Gervais prenait son courage à 2 mains en apercevant Michel devant sa résidence. « Madame Bergeron, si jamais Michel a besoin de quelqu'un pour les bouteilles d'eau, n'importe quoi, là, je suis prêt à faire ça gratis. Je vais aux pratiques de toute façon. » L'histoire en est restée là jusqu'à ce que le téléphone sonne quelques mois plus tard chez les Gervais. Michel Bergeron lui-même était au bout du fil. « Madame Gervais, j'aurais besoin d'un helper pour notre camp d'entraînement à Montréal au centre Étienne-des-Marteaux. Est-ce que Pierre serait prêt à venir nous aider? » Comme le camp se déroulait avant le début des classes, le jeune homme a reçu la bénédiction de ses parents. Il était aux anges. Il se pinçait dans l'autobus des joueurs en direction de Montréal pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Il a travaillé comme un forcené. Si Michel Bergeron lui demandait 5 pouces, il lui en donnait 6. Il voulait faire une bonne impression et il a réussi. « Tu sais quoi, le kid? » lui avait lancé Bergeron après le camp d'entraînement. « On va te garder pour les matchs locaux et tu pourras venir aux pratiques si tu veux. » C'était le début d'une belle et grande aventure qui définirait l'existence de Pierre Gervais. Une quarantaine d'années plus tard, le voilà à la retraite bien méritée, après quelques décennies dans l'organisation du Canadien, non seulement au service des joueurs à titre de gérant d'équipement, mais aussi comme psychologue, référence en matière de vin, partenaire de pêche, en bref, une ressource essentielle pour tous ceux qui auront gravité dans l'entourage de l'équipe, joueurs, entraîneurs et directeurs généraux.
4 décennies après avoir déneigé cette entrée de garage à Trois-Rivières, Pierre Gervais aura visité certaines des plus grandes villes du monde: Moscou, Los Angeles, Helsinki, Prague, New York, Vienne, Turin, Leningrad. Il aura côtoyé les plus grands joueurs de l'histoire du hockey, dont Patrick Roy, Sidney Crosby, Carey Price et Wayne Gretzky. La merveille, comme on surnomme ce dernier, ne voudra faire confiance à personne d'autre pour prendre soin des joueurs lors des grandes compétitions internationales. Chapitre 1. Le début d'un règne. Les défaites s'accumulaient en février 2022, et tout le monde avait bien hâte que cette saison de misère prenne fin, mais rien ne laissait présager un changement aussi percutant. Dominique Ducharme devait, en principe, terminer la saison régulière à sa première année d'un contrat de 3 ans. Il venait d'ailleurs de diriger un entraînement, sans histoire, ce mercredi-là. J'avais terminé de ranger le vestiaire du complexe sportif Belle de Brossard en début d'après-midi et je me dirigeais chez moi. J'étais au volant lorsque mon adjoint, Patrick Langlois, m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Dominique Ducharme vient d'être congédié. Quand un changement d'entraîneur survenait, il fallait procéder rapidement. Première chose à faire, appeler le service technique du complexe Belle de Brossard et du Centre Bell à Montréal pour faire vider le bureau du coach, car celui-ci ne le vidait jamais lui-même, et faire repeindre la pièce pour que le nouvel entraîneur sente qu'il y avait un certain changement. On y ramassait les cadres personnels, les patins, les sous-vêtements, la paperasse. On mettait tout ça dans des boîtes et je les faisais livrer par mes adjoints où le coach congédié le souhaitait. On remplaçait tous les produits de douche, tout était flambant neuf. Parfois, on devait faire un ménage plus en profondeur. Quand Michel Terrien est parti, on avait fait laver les rideaux parce que ça sentait la cigarette. En fin de journée, on ne savait toujours pas qui allait remplacer Dominique Ducharme. La nouvelle n'allait pas tarder parce qu'il y avait un entraînement à diriger le lendemain matin. Vers l'heure du souper, à peu près au même moment où les rumeurs sur l'identité du nouvel entraîneur commençaient à s'intensifier à la radio et sur les réseaux sociaux et que le nom de Martin Saint-Louis ressortait de plus en plus, j'ai reçu un texto d'un numéro de téléphone que je ne reconnaissais pas. « Jerv, es-tu prêt pour moi? On va avoir du fun ensemble. Marty. » S'il n'avait pas signé Marty, je n'aurais jamais su qui m'écrivait. J'étais un peu surpris sur le coup parce qu'il n'avait coaché nulle part. Mais plus j'y pensais, plus je trouvais l'idée intéressante. J'ai connu Martin avec les équipes olympiques. C'était un gars très différent, très sérieux, passionné de hockey. J'étais curieux quand même de voir comment ça se passerait avec les joueurs à son arrivée. J'ai tout de suite appelé la compagnie de gravure avec laquelle on fait affaire tout le temps pour qu'ils préparent une plaquette à son nom. Ils m'ont promis que ce serait fait dans les heures qui suivaient et qu'elle serait livrée au complexe Bell en fin de soirée à un endroit spécifique à l'entrée. On leur faisait confiance. Ils savaient que ces choses-là sont toujours très confidentielles. J'arrivais plus tôt que d'habitude ce jour-là. Je voulais m'assurer d'y être quand Martin arriverait. J'ai récupéré la plaque et je l'ai installée sur la porte de son bureau. C'est le Canadien de Montréal, et c'était important pour moi que son nom soit déjà sur la porte quand il arriverait. Il m'a texté en arrivant au complexe Belle de Brossard. « Jerv, par quelle porte j'entre? »« Je vais te faire entrer par la porte de garage qui mène à l'intérieur. » Il avait quelques paires de patins dans les mains, il était tout sourire. Je le sentais tellement content. Je lui ai montré son bureau, il a pu déposer ses trucs. Je lui ai fait faire un tour rapide et je l'ai présenté au personnel qui était déjà sur place. Le personnel médical, les gars de conditionnement physique et le responsable de la vidéo, Mario Leblanc. L'entraîneur adjoint, Alex Burrows, était déjà arrivé. La pratique allait commencer dans moins de 2 heures. Nous sommes passés à la salle d'essayage pour lui trouver les bonnes tailles de sous-vêtements et de survêtements aux couleurs de l'équipe. J'avais toujours beaucoup de matériel neuf de toutes les tailles, en réserve, parce qu'on devait en prévoir pour des cas comme celui-là, et pour les entraîneurs invités à nos camps de développement ou d'entraînement, par exemple. Il a dit qu'il voulait parler aux joueurs à 10 heures, avant la pratique. On était tous dans le vestiaire. Le vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, et le directeur général Ken Hughes ont parlé brièvement et ils ont présenté Martin aux gars. Martin a pris la parole. J'étais très curieux à ce moment-là, et c'est vite devenu extrêmement intéressant. J'en ai vu passer des coachs dans les dernières décennies. Martin a parlé aux gars d'une façon tellement éloquente. La perfection n'existe pas, mais c'était le plus proche qu'on aurait pu aller. Il était direct, il regardait les joueurs dans les yeux, il parlait bien. Il n'y avait aucune nervosité, il s'est même permis quelques petites jokes, mais il passait un message.
Écoutez la suite gratuitement sur Radio-Canada Audio.